Bonjour tout le monde. Moi aussi, j'ai plein de petites cartes, donc vous me pardonnerez par rapport à ça. Concrètement, en fait, j'adore cette image. Parce qu'en fait, on voit une grosse baleine. Puis moi, j'aime bien les baleines. Donc, je voudrais voir, continuer à voir ces baleines, en fait, nager dans nos mers ou voler, comme on veut. Et c'est cette nature, comme l'a d'ailleurs dit justement Jonathan, qui porte en fait nos trains de vie, nos mécaniques. Et en parlant d'avion, ça n'a rien à voir avec Suisse, la conférencière. Mais en fait, on pourrait aussi voir cette image en fait comme une grosse baleine qui nous tombe sur la tête. C'est-à-dire on a beaucoup parlé déjà depuis hier, en fait, cette régulation massive qui a démarré avec la Commission européenne en 2018, mais qui maintenant, chaque mois, ça s'enchaîne, il y a des définitions, il y a des normes, il y a de nouvelles régulations. Et puis, on peut se demander qu'est-ce que ça va signifier, est-ce que c'est vraiment trop gros à avaler? Ou alors moi, j'ai aussi une dernière façon de voir cette image. En fait, toutes ces régulations ou alors toute cette finance durable qui est demandée, on peut voir ça comme étant aussi finalement des attentes des investisseurs, des affentes, des consommateurs, des clients en fait. Et donc du coup, de quoi on parle ici? Ça peut être simplement des opportunités. On dit des crises, il y a des idées qui naissent, et ces idées, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles répondent à une demande. Donc quelque part, la finance, c'est le premier mot, puis la finance durable, c'est le deuxième mot, qui doivent répondre effectivement à ces demandes, à effectivement des opportunités. Alors tout ça, c'est de l'or en fait. Si on répond effectivement avec, je dirais, des solutions à ces investisseurs, ces consommateurs, est-ce que ces générations futures représentent l'or? Ou en fait, au contraire, on pourrait voir que c'est simplement en faveur de toutes les générations. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est justement la génération d'effets qui soient positifs, significatifs pour les personnes et la planète. Et ça, c'est en combinant en fait deux grands facteurs. C'est effectivement l'impact à large échelle qu'on veut atteindre, et on combine ça avec le capital à large échelle. Et c'est avec les deux qu'on arrivera effectivement d'accélérer la machine, ou en tout cas d'avoir l'impact qu'on souhaiterait avoir. On a déjà pas mal discuté hier de chiffres. L'état des investissements, quels seraient les besoins en termes de financement de ces investissements. Je ne vais pas revenir sur ces chiffres. Et puis, il y a deux grandes lignes, surtout si on voit, par exemple, on a beaucoup parlé de taxonomie qui, pour l'instant, avec les deux premières normes, se concentre essentiellement sur l'aspect du changement climatique. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses dont les gouvernements mettent beaucoup en avant maintenant. C'est effectivement l'adoption des nouvelles technologies, parce qu'effectivement, est-ce qu'elles vont aider cette transition? Et finalement, avec ces deux éléments, où est-ce qu'on se positionne? Quel est notre positionnement à ce niveau-là? Parce qu'on veut une innovation qui soit verte, on veut une innovation qui soit digitale, numérique, et quel est le rôle des instances publiques, qu'elles soient effectivement que par les instances publiques, et on le verra plus tard, ou à travers effectivement un partenariat entre les instances publiques et puis le privé. Maintenant, quel que soit le chemin qu'on veut prendre, ce qu'on constate et qu'on sait déjà aujourd'hui, parce que vous l'avez entendu des deux précédents orateurs, c'est plus qu'une urgence, c'est juste une nécessité. Donc on sait que l'investissement durable est destiné à devenir la manière dont les clients institutionnels, les particuliers, vont investir leur argent. Il y a une multitude de recherches, je vais dire il y en a 2-3 000 à travers le monde. Elles tendent, même si elles se basent sur d'autres types de facteurs pour leurs études, elles tendent dans la même direction. Et donc du coup, il y aura une réorientation des flux, des investissements dans les secteurs et les activités qu'on espère, en tout cas, vont contribuer à la durabilité de l'économie. Aujourd'hui encore, l'Europe est leader, en fait, dans les investissements qu'on dit ESG. Elle est fortement rattrapée par l'Asie, qui investit massivement. On a entendu Biden, c'est tout récent, c'est cette semaine et la semaine dernière, qui fait des projets extrêmement ambitieux. Et puis, justement, ça avait démarré principalement, en tout cas, par l'annonce très officielle de la Commission européenne, donc en mars 2018, avec le plan d'action,
financer une croissance durable qui ont été suivies ou combinées avec d'autres plans très ambitieux qui sont le Green Deal. Après, il y a aussi la Banque européenne d'investissement qui a fait des calculs de ce qui manquerait, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Puis on parle de plusieurs centaines de milliards d'investissements dans les infrastructures, que ce soit les routes, la consommation d'énergie, l'eau, etc. Et puis 2018, il y a eu une crise qui n'est pas forcément à première vue financière qui est arrivée. On le connaît tous, la crise du coronavirus. Elle a eu des impacts qui sont, bien entendu, on ne connaît pas encore tous les impacts, mais certainement elles ont créé des incertitudes, des tensions, et on ne sait pas si ces tensions et ces incertitudes vont peut-être remettre en cause certains plans ou bonnes volontés qui ont été annoncés par ces organismes supranationaux ou nationaux, et puis si ça ne va pas freiner effectivement la transformation qui va être nécessaire par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Donc le risque, c'est est-ce qu'on a fait ces grandes annonces et que finalement ces investissements ne sont pas assez ciblés, parce que c'est trop vaste, c'est très ambitieux, et puis en fait, parfois c'est des petits triggers qui permettent effectivement de faire l'effet boule de neige. Est-ce qu'il y aura une transition en termes technologiques qui va être retardée? Est-ce qu'il y aura aussi un retard concernant la transition verte qu'on vise tous? Et puis que du coup, ça peut avoir un impact sur la compétitivité, surtout la durabilité qu'on voudrait avoir de l'économie, et bien sûr, à la fin, la prospérité par rapport à nos sociétés, et pour combien de temps? Des années, des décennies. Et ceci... ouais. Je cherche ma carte numéro 5, excusez-moi, voilà. Concrètement, il y a différentes approches possibles, on le voit à travers l'Union européenne. L'Union européenne fonctionne effectivement par l'Union, et après ça descend, mais au niveau national, dans différents pays européens, c'est le cas aussi. Et puis il y a d'autres pays, notamment la Suisse, où ça fonctionne différemment. Mais on sait que ce soit le marché des capitaux, on va dire public, ou les participants des marchés privés, on a tous un rôle à jouer pour trouver une résolution ou des résolutions à ces défis qui sont mondiaux. Donc on peut dire, est-ce qu'on va plutôt vers les clients, vers les investisseurs, et on va les conseiller de façon plus ou moins systématique, sur une base routinière, et je vais arriver en expliquant ça, ou est-ce qu'on va dire, oui, mais l'argent, c'est aussi tous les acteurs du secteur financier qui le possèdent, qui ont des mandats, qui sont des caisses de pension, qui ont un rôle fiduciaire, et on va leur dire, écoutez, dorénavant, une partie des actifs qui est sous votre gestion va devoir être investie de façon aussi systématique, ou en tout cas automatique, dans des titres ou des solutions dites durables. Ce qui est très nouveau et très pionnier de la part de l'Europe, c'est que c'est la première qui a, à grande échelle, émis une régulation ou dérégulation qui vise effectivement un très large public, et pas juste un public professionnel, averti, qui essaye de trouver effectivement des actions qui deviennent cohérentes, compréhensibles pour tous les acteurs, en fait, de la société, qu'ils soient institutionnels, privés ou publics. Donc, au niveau supranational, j'ai mentionné effectivement ce plan de la Commission européenne, financer la croissance durable. Et puis surtout, ce qui est vraiment un changement de profondeur, c'est qu'elle cible toutes les étapes de la chaîne de valeur. On ne s'adresse plus que aux professionnels ou que aux consommateurs. C'est à chaque étape, depuis la création du produit, depuis la société elle-même, et à chaque étape, on crée le produit, on le met à intermédiaire. L'intermédiaire doit aussi se renseigner, doit aussi répondre à des critères jusqu'à l'investisseur final, qu'il soit public ou privé par ailleurs. Et maintenant, au niveau national, il y a plusieurs approches qui existent. Et la première, c'est effectivement une approche qu'on va dire top-down. On décide et on l'impose. Ça, je dirais entre parenthèses, le très bon exemple, c'est la France. Mais là aussi, elle a été pionnière, en fait. Et ça a bien marché. Déjà en 2002 ou 2003, le gouvernement a émis une loi qui dit, effectivement, vous, professionnels, vous allez systématiquement investir une partie de l'argent, effectivement, dans
des titres dédiés, qu'il y a des critères, etc. Et après, il y a différents types. Ça peut être l'épargne salariale, ça peut être, voilà, dernièrement, il y a la question des assurances-vie, mais il y a bien sûr aussi différents acteurs du secteur financier. Après, il y a une approche qu'on peut appeler hybride ou par le bas, bottom-up, ou qu'on dit ça push, c'est-à-dire que c'est la société civile, secteur privé, qui dit, ben voilà, nous on veut ça, on a des attentes, on fait des manifestations, mais ça suffit pas. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que vous agissiez maintenant au niveau institutionnel, au niveau régulatoire aussi potentiellement, on est en train d'y arriver. Et effectivement, ben là, c'est un pays que vous connaissez assez bien, la Suisse. On peut toujours discuter que l'une ou l'autre a ses défauts, ses avantages, ça avance vite, ça avance pas vite, mais je pense que ce soit avant pandémie, après pandémie, chaque solution va trouver effectivement une façon de trouver son chemin pour s'adapter, pour arriver effectivement à un but où on converge, on veut y arriver. C'est effectivement la durabilité de l'économie. Là, c'est juste un petit extrait effectivement du fabuleux bouquin que voilà. Mais tout ça pour dire que là, c'est un exemple, par exemple, d'une régulation. Et là, on est plutôt en bout de chaîne, en l'occurrence. Ça veut dire que la régulation MiFID, que je pense tout acteur financier dans la distribution connaît, surtout le secteur bancaire, mais en fait l'IDD, c'est pour l'assurance, où là, c'est de dire, chers clients, chers investisseurs, je vais vous proposer différents types d'investissements, et il y a le fameux test d'adéquation, le suitability test. Et puis, du coup, on sera obligé de proposer effectivement des produits dits durables. Après, ça suffit pas de juste de dire, écoutez, j'ai proposé ça. Dans le cadre de MiFID, le prestataire doit faire un rapport qu'il a proposé ça selon effectivement le profil, l'expérience, l'horizon, enfin bref, il y a plein de critères. Mais si le client refuse, il faut aussi qu'il explique pourquoi. Et ou alors, si le prestataire ne fait pas effectivement proposer ce produit dit durable, il doit expliquer pourquoi il ne l'a pas proposé. Donc ça va très très loin, donc il y a des critères vraiment qu'on dit ex ante, donc avant, qu'il doit répondre avant de conseiller son client, soit au niveau du portfolio management ou au niveau des produits. Et puis il y a effectivement tous ces critères ex post, c'est-à-dire après effectivement le conseil à proprement parler. J'adore aussi cette photo parce qu'on voit des requins. Et souvent, quel est le cliché du requin qu'on a? Ben, en fait, le requin est un maillon essentiel dans l'écosystème des mers. Et pour moi, c'est essentiel que chaque maillon tienne et que fasse partie, en fait, de ce processus. Donc, on a vraiment une opportunité avec cette régulation et avec, effectivement, des initiatives privées, tous ensemble, d'avoir un effet de levier, de démocratiser auprès de tous les investisseurs. Et même quand je parle de régulation européenne, ça dépasse largement les limites de l'Union européenne. Parce qu'effectivement, en Suisse, un très bon exemple, mais finalement, ça peut être aussi en Asie, à Singapour, si vous avez effectivement des clients où vous vendez des produits où en fait il y a un quelconque rattachement, et ça peut aller assez loin, ça peut être le mandat du mandat, etc., qui touche en fait l'Union européenne, vous êtes effectivement soumis aux différentes directives. Après, bien sûr, il y en a tellement que chacune a aussi des problématiques différentes, mais c'est vraiment un des plus extensibles en termes de bras, en termes d'application possible. Puis la Suisse dans tout ça. Est-ce que on a juste la tête dans les nuages, c'est sympa. Et puis, au contraire, on veut sortir du lot. On sort justement la tête au-dessus des nuages, où on est un peu dans le flux, où on navigue à vue. Le rôle traditionnel de la Suisse, on voit avec la rencontre la semaine prochaine de Poutine et Biden, c'est effectivement les acteurs internationaux, les décideurs, dans un esprit souvent de trouver des compromis, le financement, le développement, la paix. Et puis effectivement, la Suisse a quand même une compétence particulière qui est cet esprit de consensus, de neutralité, et en même temps un secteur financier qui est très fort, que ce soit du côté de Zurich dans la gestion d'actifs, ou effectivement du côté Genève
Donc cette taxe fondamentale, les banques privées, c'est plutôt une spécialisation dans on va dire la gestion de fortune. Mais quelle que soit effectivement la partie de la SUS où on se trouve, la finance durable, que ce soit au début de chaîne dans la gestion d'actifs et après en début de chaîne et en bout de chaîne par rapport aux clients finaux, on peut contribuer effectivement à une paix sociale, écologique et financière. Maintenant, les grands chantiers. On a vu avec la pandémie qu'il y a eu une chute massive, précipitée, dans les tout premiers moments des confinements, des investissements. Depuis, on a aussi entendu que voilà, il y a eu les marchés qui ont remonté tout aussi précipitamment. Les investisseurs ont déjà anticipé la reprise vu que les mesures commencent effectivement à s'alléger. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Donc il y a plusieurs choses qu'on peut considérer par rapport à ça. C'est la transformation digitale. Parce qu'en fait, je ne vais pas rappeler des choses que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus Zoom, etc. Mais l'effet aussi, c'est que ça a eu un effet stabilisateur sur la société, dans le sens qu'il n'y a pas eu, comme la chute précipitée des marchés, une chute précipitée de l'emploi, sauf certains secteurs. Parce que justement, on a pu être en home office, donc il y a eu un effet stabilisateur en termes de cohésion sociale, en dehors de l'aspect, effectivement, on a moins circulé, et donc du coup, il y a eu moins de CO2 produits, etc. Et puis aussi, un des effets, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui commencent à se dire, peut-être que les villes, c'est une chose, je vais aussi... il y a une dépolarisation, en fait, de la concentration dans les zones urbaines, souvent des zones favorisées, de certains types d'employés et d'employeurs. Et puis, on peut mieux répartir avec une transformation digitale en termes de compétences requises, même si effectivement il y a un transfert qui sera évident entre des métiers qui vont disparaître et des métiers qui vont se créer. Il y a quand même 2-3 éléments que je trouve intéressants. C'est le lien endogène. Le lien endogène que je vois entre le vert et le digital. C'est-à-dire qu'en fait, une des raisons parce que la finance durable, c'est pas nouveau. On n'a pas attendu la Commission européenne pour déterminer que c'était nécessaire. Par contre, on a identifié qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement l'accès aux données. Ça, c'est pas nouveau dans tous les secteurs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait, est-ce que ces données sont fiables? Est-ce qu'on sait que l'innovation est souvent portée par des petites entreprises, pas forcément dans des marchés très régulés, très saturés qu'on connaît par ici? Ça peut être bien au-delà de l'Union européenne. Et est-ce que ces sociétés non cotées, qui n'ont pas forcément les moyens de publier régulièrement des rapports, etc., est-ce qu'on a des données fiables, etc. Donc, l'innovation technologique peut mettre à disposition, donner accès, faciliter l'accès, collecter les données qui permettront effectivement d'avoir une finance durable qui soit effectivement crédible, efficace et qui ait un impact effectivement à un certain terme. Et puis, il y a la formation. Ça veut dire autant des investisseurs, mais aussi des professionnels. Ça veut dire, certains, ils aimeraient, mais le manque de formation, le manque de spécialistes aussi bloque ça, et du fait que les clients ne reçoivent pas les infos parce qu'effectivement, les spécialistes manquent, donc du coup, il n'y a pas de demande des clients, et donc du coup, il n'y a pas d'effet incitatif à créer, puisqu'il n'y a pas de demande, pas de marché, et donc du coup, il n'y a pas non plus d'incitation, à part peut-être régulatoire, de créer des produits qui répondent effectivement peut-être à un besoin, des attentes de la société. Et puis, bien sûr, il y a les produits eux-mêmes adaptés à ces clients qu'il faut créer. Et l'effet boule de neige fait que les coûts peuvent baisser. Donc, ça crée aussi un effet plus fort incitatif parce qu'on sait que les caisses de pension parfois hésitent à investir parce qu'il y a un effet de coût aussi. Et puis, et bien sûr, il faudrait chercher un effet de booster de tout l'écosystème au-delà du secteur financier. Et maintenant, pour vite la Suisse, donc aussi intégrer... Bon, je saute là-dessus, on peut revenir. Et au-delà de tous ces éléments, intégrer l'investisseur. Parce que finalement, l'investisseur, c'est quand même lui qui va dire, ouais, vous me présentez des produits, mais finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que ça aura un impact, quel que soit le moment de ma vie, quels que soient mes projets. Parce que finalement, on crée des produits, on dit que c'est génial,
mais est-ce que ça correspond effectivement à ce qu'il veut par rapport à sa vie? C'est pas juste la finance durable d'un côté, et puis bon, on le vend parce qu'on trouve que c'est bien. Est-ce que ça s'intègre par rapport aux entreprises qui délocalisent dans le bon sens du terme? Ça veut dire, voilà, elles ont besoin de locaux plus grands, d'aller dans certains pays, des nouveaux marchés, etc. Ou est-ce qu'effectivement, il y a tout l'aspect prévoyance, qui est un enjeu majeur dans beaucoup de pays développés? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une vision au niveau de l'investissement court, moyen, long terme? Parce qu'on dit souvent, moi j'entendais l'investissement, le long terme c'est 12 mois. Ah ouais. Alors que l'investissement durable, c'est quoi? C'est pas même pas 10 ans. On parle des caisses de pension, c'est même pas 20 ans, c'est plusieurs générations. Donc là, il y a aussi une notion de cette finance durable doit s'adapter à la vie de ses investisseurs, à ses besoins. C'est drôle parce que j'ai eu la même phrase, mais c'est avec d'autres mots que Jonathan. Ça veut dire que pour moi, la finance, elle doit intégrer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'investisseur en plus du créateur de produits, et ceci à chaque étape de l'échelle de valeur. Et ça, c'est une espèce de bible sur l'impact investing qui traite de tous les aspects de l'impact investing, y compris la régulation justement de l'Union européenne, et qui est concerné quoi, comment. Et je suis à votre entière disposition pour des questions.